Il s'agit d'une vidéo instructive qui revient sur les pas de la vie politique en Côte d'Ivoire et qui dépeint sans fatigant les intrigues politiques de l'homme que fut le président Félix Houphouët-Boigny, qui par des moyens pas très orthodoxes décide d'en découdre avec ses concurrents dans un pays comme la Côte d'Ivoire où les intérêts pour le colon ne sont plus à démontrer. Pour assurer alors les affaires politiques de son pays et ainsi sécuriser son hégémonie politique et être incontournable en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique, Houphouët-Boigny passe par la mise en œuvre de plusieurs complots, dont le plus célèbre d'entre tous est le complot du chat noir, dirigé contre Jean-Baptiste Monquet. L'affaire commence par une simple visite de courtoisie de Jean-Baptiste Monquet à Félix Houphouët-Boigny en France. Et là, nous sommes dans la deuxième moitié du mois de juillet 1959. À cette époque, Félix Houphouët-Boigny est le président du Conseil des ministres du territoire de Côte d'Ivoire. Il fait asseoir Monquet et lui dit d'un air grave: « J'ai le regret de constater que je suis trahi par mon entourage. » Monquet fait preuve d'un air surpris, mais sait que depuis le congrès de mars 1959, ses relations ne sont plus au beau fixe avec Félix Houphouët-Boigny. Monquet lui répond: « L'entourage dont il est question est très large. Cet entourage peut se résumer en dernière analyse à Djimbo Sounkalo, Ladji et moi-même. » Avec un air très sérieux, le ministre français, maire d'Abidjan et bientôt père de l'indépendance, lui dit: « Je suis d'accord avec ton énumération. » Et il ajoute de surcroît: « C'est très grave. » Houphouët-Boigny se lance donc dans un récit qui n'est pas très loin d'un mythe et explique la situation en disant: « Des fétiches ont été retrouvés dans ma résidence à Yamoussoukro, la tête d'un chat et dans sa gueule une corne de bœuf. » De la Côte d'Ivoire, les fétiches auraient aussi voyagé car ils ont localisé l'appartement de Félix Houphouët-Boigny à Paris et se sont bien installés au chaud dans la valise de Madame Houphouët-Boigny. Ce fétiche aurait pour objectif, selon les sources compétentes consultées à l'époque, de rendre Félix Houphouët-Boigny impuissant sexuellement et l'assassiner par la suite. Pour le secrétaire général du PDCI, Jean-Baptiste Monquet, le monde commence petit à petit à s'effondrer. Il voulait donc rentrer à Abidjan dans les premiers jours du mois d'août. Mais il apprend que son billet d'avion a été annulé sous ordre du ministre français Félix Houphouët-Boigny. Le lendemain, il est convoqué par Houphouët-Boigny qui lui demande après ce coup de rester à Paris. En Côte d'Ivoire, on raconte que si Jean-Baptiste Monquet est resté en France, c'est pour assister le ministre de la Santé ivoirienne, Amadou Koné, qui était malade en France. Le 6 août 1959, quand Monquet s'est rendu dans la résidence parisienne de Philippe Yassé, à l'époque président de l'Assemblée législative de Côte d'Ivoire, qui se trouvait au 35e rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine, il comprend que l'affaire est vraiment grave quand on le reçoit froidement. Quoi qu'il en soit, il obtient auprès de Yassé une action visant à intercéder auprès d'Houphouët-Boigny pour qu'il regagne Abidjan. C'est ainsi que le 11 août 1959, Jean-Baptiste Monquet rentre à Abidjan. Pendant ce temps, on raconte à Abidjan qu'il s'est violemment disputé avec Félix Houphouët-Boigny à Paris, car le président aurait trouvé des fétiches dans son appartement. Sa cote de popularité commence dès lors à s'effondrer, car à cela s'ajoute une rumeur qui disait qu'il voulait créer un mouvement d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et il y a même eu une lettre du ministre de l'Intérieur de la Guinée-Conakry, un pays rebelle à l'époque, qui sous-tendait un complot avec les rebelles pour installer ce mouvement. Or qu'à la réalité, la lettre en question existait, mais fut un courrier privé qui ne faisait nullement allusion à la politique. Quelque temps plus tard, Houphouët-Boigny rentre à Abidjan et Monquet se précipite pour aller lui rendre encore une visite. Dans la discussion, Houphouët confirme que tout ce qui est dit n'a rien à voir avec des rumeurs, car c'est la réalité, c'est la vérité. Dans la foulée, il demande le rappel immédiat de Ladji Sidibé et Djibo Sounkalo pour élucider ce problème avec eux, car ces derniers font également partie de l'entourage proche d'Houphouët-Boigny qui est soupçonné pour cette attaque fétichiste. Dès leur arrivée, il se précipite chez lui et il leur confie la mission de mener les enquêtes sur l'affaire. Pour ce faire, il leur a demandé de consulter un féticheur pour avoir le fin mot de l'histoire. Ladji Sidibé et Djibo Sounkalo se regardent hagards et dépassés. Ils disent ouvertement à Houphouët que tout ceci n'est en réalité pas un complot dirigé contre toi, mais plutôt contre
Jean-Baptiste Monquet. Mais Houphouët ne veut rien entendre. C'est ainsi que, le 20 août, sans attendre les résultats des enquêtes, Houphouët-Boigny convoque les groupes ethniques du RDA dans la cour de sa maison à Abidjan. Il leur relate comment il aurait été marabouté à Yamoussoukro et à Paris. Il leur dresse également le portrait moral des auteurs. En réalité, c'est un assassinat public qu'il prépare contre Monquet en thème d'image. Lors du congrès du RDA, Rassemblement démocratique africain, qui se tient du 26 au 29 août 1959, les différents dirigeants sont informés par leurs ressortissants du climat politique qui se tient, qui vit, qui existe à Abidjan. Ils appellent donc Houphouët et lui demandent de ne pas prendre de décisions qui pourraient être mal interprétées par la société occidentale. Houphouët se calme un tout petit peu. Cependant, début septembre 1959, le secrétaire général du PDCI, numéro 2 du pays, tient un discours extrêmement offensif qui va à l'encontre de la France lors du congrès du PDCI qui se tient finalement après 10 ans d'attente. Dans ce discours, lu devant Houphouët-Boigny, il accuse la future et ancienne puissance coloniale de pousser ses colonies à l'indépendance pour mieux la piller par la suite. Il affirme aussi que, depuis la mise en place de la communauté française en 1958, donc depuis le retour de De Gaulle au pouvoir, tout est mis en place pour affaiblir les États que l'on destine par la suite à l'indépendance. Pour Monquet, la Côte d'Ivoire doit accéder à une souveraineté de façon évolutive et dynamique, afin que les Ivoiriens puissent progressivement maîtriser l'ensemble du tissu productif. Au moment où il tient ce discours, il est le numéro 2 du proto-régime ivoirien, car en sa qualité de vice-président du Conseil des ministres, ministre de l'Intérieur, secrétaire général du PDCI et de surcroît sénateur de la communauté, il est intouchable. Mais à ce moment, plus rien n'est ainsi en ce qui le concerne. Ce discours est le motif nécessaire utilisé pour mettre Monquet hors jeu. Car, avant d'agir, Houphouët-Boigny retourne voir ses compères Diori Amani du Niger et Maurice Yameogo de la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Le 7 septembre, Houphouët convoque Monquet en présence de Boubou Hama, président de l'Assemblée législative du Niger, et Maurice Yameogo, premier ministre de la Haute-Volta, et lui répète ce qui lui est reproché. Monquet nie avec sérénité toutes ces allégations et déclare de surcroît que, puisqu'il s'agit d'un problème d'ordre fétichiste, il désire être soumis à un examen par des personnalités compétentes en coutume. En d'autres propos, il s'agit des marabouts. Houphouët-Boigny ne répond pas. Le lendemain, dans l'après-midi, il exige la démission de Monquet de ses fonctions de vice-premier ministre et de ministre de l'Intérieur. Monquet ne lui remet aucune démission écrite, mais accepte oralement. Houphouët communique juste après cet entretien la démission de Monquet de tous ses postes. Quelque temps plus tard, se tient le procès de Monquet qui se tiendra à Yamoussoukro dans l'hôtel de la plantation appartenant à Félix Houphouët-Boigny. Loin d'être un procès, c'est plutôt une réunion qui est présidée par Houphouët-Boigny car il monopolise la parole et les prises de décision. On assiste malgré tout à des pseudo-témoignages, des pseudo-plaidoiries et des pseudo-expertises de marabouts. L'un d'entre les marabouts a su avoir trouvé dans le ventre du chat du cimetière de Trècheville non seulement la photo d'Houphouët, mais aussi un gris-gris identique à celui que l'on rapporte avoir retrouvé dans la valise de Madame Houphouët-Boigny à Paris. Un autre expert consulté a su qu'il ne s'agit pas d'un gris-gris, mais plutôt d'un test écrit en caractère arabe, destiné à rendre Houphouët-Boigny malade sur un long terme, le rendre impuissant sexuellement et finir par le tuer pour prendre sa place. Une vision qui est menée d'après ce marabout par Jean-Baptiste Monquet. Monquet est écarté pendant un bon moment de toute prise de décision et de gestion de la Côte d'Ivoire. Nonobstant ce fait, il finit par être nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire en Israël entre le 2 septembre 1961 jusqu'au 29 janvier 1963, puis ministre de l'Agriculture et de la Coopération dans le gouvernement d'Houphouët-Boigny du 15 février 1963 au 28 août 1963. Ce complot, en réalité, a été mis en place dans le but de l'éloigner et de discréditer Monquet aux yeux des colons qui, dans quelques mois, auraient désigné un futur président pour la Côte d'Ivoire. Alors, Houphouët-Boigny, voulant être le seul et unique sur la liste,
a préféré concrétiser ce complot. Et c'est ce complot qui est appelé le complot du chat noir.